On recommence. Pourquoi avez-vous décidé de faire ce métier de glaciologue? Ah, pourquoi la glaciologie? Parce que d'une part, je suis montagnard, je suis né dans les Alpes, je suis né dans une ville qui est assez haute, enfin plus basse que Quito, 1300 mètres d'altitude, ce qui est beaucoup dans les Alpes. Et puis dans la ville, il y avait plein de glaciers tout autour, et donc j'étais attiré par la haute montagne. Et donc j'ai très tôt, dès l'âge de 6-7 ans, j'ai fait des promenades en montagne, j'ai vu les glaciers, j'ai trouvé ça très beau. Et je suis tombé amoureux des glaciers. Voilà, pour ça que je suis glaciologue. Pourquoi avez-vous décidé de faire vos recherches dans la cordillère des Andes? Alors pourquoi dans les Andes? Eh bien, j'ai commencé les recherches en Bolivie au début des années 90, en 91 exactement. Et dans ces années-là, on commençait à sentir vraiment qu'il se passait quelque chose dans l'atmosphère. On commençait à sentir que le climat était en train de changer. Et on voyait tout autour de la ville de La Paz, où j'habitais à l'époque. Et La Paz, c'est une ville qui est à 4000 mètres d'altitude. Il y a des glaciers tout autour. Et la population, les gens qui vivent de l'eau, de la ressource en eau à La Paz, commençaient à s'inquiéter de voir les glaciers reculer, rétrécir, devenir de plus en plus petits. Et donc l'IRD, mon institut, l'Institut de recherche pour le développement, a décidé de lancer un programme d'études des glaciers. Il n'y avait pas de véritable programme d'études des glaciers au niveau des Andes Bolivie, Pérou et Équateur. Et on a décidé de créer un programme d'études, l'IRD avec des partenaires boliviens, péruviens, etc., pour mener à bien une étude sur les glaciers. Et pour ça, on a essayé de créer un laboratoire ou un observatoire permanent d'études des glaciers. Et cet observatoire, j'ai le plaisir de vous dire maintenant qu'il existe. Il existe ici, on est à l'écoute des glaciers, en particulier dans la région de l'Antisana, du Cotopaxi. Et donc on est actuellement la première équipe au niveau mondial à pouvoir fournir des informations constantes sur l'état des glaciers et donc l'état du climat dans les Andes, au-dessus de 4500, 4600 mètres, parce que les glaciers dans les Andes sont très hauts. Dans les Alpes, ils descendent jusqu'à 1500 mètres à peu près. Tandis qu'ici, il faut aller chercher très très haut, il faut marcher. Et donc, il y a un aspect aussi sportif qui est intéressant dans l'étude des glaciers. Parmi les glaciers d'Équateur, lequel risque de disparaître le premier? Alors, il y a déjà des glaciers qui ont disparu. On sait grâce à des voyageurs scientifiques, des explorateurs, depuis le XVIIIe siècle, dont un vous est très connu, qui s'appelait Monsieur Lacondamine, avec Monsieur Bouguer, avec d'autres Jussieu, etc. Vous savez, ils ont fait une expédition dans les années 1740, milieu du XVIIIe siècle, et ils étaient venus, comme vous le savez, mesurer la méridienne, les 3 premiers degrés du méridien pour vérifier la forme de la Terre. Et ils ont fait toutes sortes d'observations, ils ont fait aussi des gravures, des dessins. Et il y a un sommet, par exemple, comme le Corazon. Vous connaissez le Corazon? C'est un sommet quand on va vers Ambato, à droite, qui actuellement n'a pas du tout de glacier. Et à cette époque, il y avait des glaciers. Et ces glaciers a disparu. Il y a le Cincho Lagua aussi, qui avait un glacier, qui a disparu, disons, courant XXe siècle. Au-dessus d'Otavalo, il y a un sommet qui est très beau, qu'on voit de Quito, qui s'appelle le Cotacachi. Et le Cotacachi, il n'y a plus de glaciers. Donc il y a déjà pas mal de glaciers qui ont disparu. Le changement climatique, c'est quelque chose qui se produit déjà depuis on va dire, le 19e siècle. Mais le changement climatique est en train d'accélérer. Il est plus rapide actuellement. Et donc on soupçonne que beaucoup d'autres glaciers vont disparaître. Et parmi les glaciers qui ont le plus reculé ces derniers temps, et qui pourraient disparaître dans les toutes prochaines années, dans les 5-6 prochaines années, mais il y en a qui vous sont connus, comme Iliniza Sud, vous connaissez Iliniza Sur, au-dessus de Machachi, il y a un très beau sommet comme ça qu'on voit de Quito aussi. Ce glacier, il a beaucoup reculé, il va disparaître. Et puis il y a un glacier qui pourrait disparaître aussi, qu'on étudie, qui est sur le côté nord-ouest du Chimborazo, et qui s'appelle le Carihuayrazo.
qui est un sommet à 5000 mètres, qui est en train de disparaître. Autrement dit, il y a des glaciers dans les Andes qui sont en train de disparaître. Et juste une petite anecdote, quand j'ai débarqué en Bolivie en 91, j'ai commencé à équiper, à mettre des instruments sur un glacier qui s'appelait Chacaltaya, qui domine la ville de La Paz, qui est à 5400 mètres, et sur lequel on faisait du ski. C'était la station de ski la plus haute du monde. Et les Boliviens étaient orgueilleux de dire « Ah, on a la station de ski la plus haute du monde ». Eh bien, ce glacier a complètement disparu. Il a disparu en 15 ans, 17 ans. Vous voyez, donc, beaucoup de glaciers sont en train de disparaître. Et c'est véritablement l'effet du changement climatique. Peut-on faire quelque chose pour éviter le réchauffement climatique? Eh bien, ça, c'est une grande question. Et c'est une grande question qui est vraiment, je pense, probablement, plus que la crise économique, la crise financière, les problèmes de pauvreté dans le monde, je crois que c'est la question numéro 1 à l'échelle mondiale. Et je pense que plus le temps va passer, plus on va s'apercevoir que c'est la question fondamentale. Que peut-on faire pour éviter le réchauffement? D'ailleurs, pour ça, il faut savoir pourquoi ça réchauffe. Et ça réchauffe parce que l'atmosphère a changé. L'atmosphère, c'est tout ce qui nous entoure. C'est une mince pellicule qui a 10 km d'épaisseur en moyenne, 10-12 km d'épaisseur. Donc c'est tout petit quand on la voit de l'espace. On voit un petit halo bleu tout autour de notre planète qui donne un peu la couleur à notre planète. C'est l'atmosphère. Et cette atmosphère, eh bien, on est en train de rejeter dans cette atmosphère beaucoup de gaz. Et ces gaz, comme le gaz carbonique, le méthane et d'autres gaz, eh bien, ils accroissent l'effet de serre. Effecto invernadero. Hein? C'est-à-dire que l'atmosphère devient maintenant comme une serre qui chauffe. Ces gaz restent prisonniers de cette mince enveloppe qu'on appelle l'atmosphère et ils ne permettent pas à certains rayons solaires, rayonnements de longueur d'onde, de grande longueur d'onde, de repartir à l'espace. Et donc ils restent prisonniers de cette enveloppe. Et donc ça provoque le réchauffement. Que peut-on faire pour éviter le réchauffement? C'est-à-dire qu'il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre. D'où viennent les gaz? Ils viennent de plusieurs facteurs, des produits de la production, essentiellement de la combustion de l'énergie fossile. Qu'est-ce que c'est l'énergie fossile? C'est toute l'énergie qui n'arrive pas à se renouveler à l'échelle humaine. C'est-à-dire c'est le charbon, c'est le pétrole, c'est le gaz naturel. Donc tout ça, ça provoque de la combustion et une partie du produit de cette combustion se dépose dans l'atmosphère et donc il faudrait limiter les émissions. Et d'abord, il faudrait que les pays les plus industrialisés commencent à donner l'exemple. Qui sont les pays les plus industrialisés, ceux qui contaminent le plus? Eh bien, États-Unis, Chine, Europe, d'autres pays comme Australie, Canada, etc. Et puis de l'autre côté, il y a tous les facteurs naturels qui capturent le gaz carbonique. Le gaz carbonique, il reste pas tout le gaz carbonique ne reste pas dans l'atmosphère. Il y en a une partie qui sert à la vie des plantes. La forêt, la forêt amazonienne consomme beaucoup de gaz carbonique. Et ça évite qu'il se dépose et qu'il reste dans l'atmosphère, alimentant cet effet de serre. Il y a aussi, surtout l'océan, qui est un énorme puits, un puits de gaz carbonique, et donc tous ces éléments naturels, comme en particulier le bosquet, la selve, la forêt, eh bien, il faut éviter de trop la couper, il faut la protéger. Et là, l'Équateur, le Brésil, tous ces pays riverains du bassin amazonien, qui a la plus grande forêt du monde, la plus grande biomasse de la planète, eh bien, ils ont aussi une responsabilité dans ces gaz à effet de serre, en faisant en sorte que le puits de gaz carbonique fonctionne également dans cette région du monde. Merci. Merci à vous. Les questions étaient très intéressantes et je suis très étonné de voir que les questions étaient tout à fait bien. Pour des enfants comme vous, très jeunes, je suis étonné et je vous félicite.